Et je pense que c'est ça qui donne envie, dans tout, c'est des role models. Je pense que c'est super important. Je suis aussi convaincue qu'on éduque plus quelqu'un en lui montrant qu'un exemple marche, plutôt qu'en lui disant que ce qu'il fait n'est pas bien. Je suis passionnée par mettre les ressources au bon endroit et permettre aux gens de se sublimer dans leur passion. J'aime pas du tout la notion de regret parce que, on le sait tous maintenant, on le dit plus souvent, mais chaque expérience permet de construire la personne qu'on est. Il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est abandonner. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du podcast de Build a City for Good. Chabir voulait faire une intro un peu plus spontanée, mais bon, il fallait quand même vous dire bonjour, messieurs et mesdames les auditeurs. Aujourd'hui, on est accompagné, donc c'est Chabir bien sûr, vous le connaissez, il est investisseur chez Daphne et c'est lui qui va passer une petite demi-heure avec notre invité et moi-même. Notre invité qui est une femme aujourd'hui, très inspirante, une ancienne joueuse de tennis professionnelle. Je vais même faire une petite description de ce que j'ai vu sur Internet. Diplômée de Polytechnique et major de sa promo d'ailleurs. on dirait la description de Serge Benamou dans La Vérité si je mens. Diplômé de Polytechnique d'ailleurs, ils disent aussi. Ah non, de London. School of London. Ah, oui. Donc, mais j'ai raté le major de sa promo. Bachelier à 13 ans, diplômé avec mention. Bon, oui, tout ça est vrai sur moi. Donc, diplômée de Polytechnique et major de sa promo, elle va nous expliquer. Elle a d'abord commencé sa carrière en tant que joueuse professionnelle de tennis à Berkeley. Et puis, elle s'est orientée vers l'univers de la tech. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous l'avons rencontrée et qu'elle fait partie de notre communauté. Elle est venue nous raconter son histoire et c'est Alice Duranto qui est avec nous. Salut Alice. Salut. Salut Alice. Ce qui est bien, c'est que dans l'univers des startups, on trouve un moyen de toujours embellir les choses. C'est presque américain. Mais non, effectivement, il y a pas mal de choses qui sont vraies sur moi dans cette description, mais comme je l'ai dit, un peu embellies. Non, mais t'as bien. Alors, juste raconte-nous un petit peu d'où tu viens et peut-être avant de parler du parcours très classique de ton école, c'est qui est Alice Duranto en fait ? Ouais, alors Alice Duranto, c'est tout d'abord une fille de famille nombreuse. Important pour moi parce que la famille, c'est un pilier clé pour moi. Et c'est cette famille qui m'a mise au tennis à l'âge de 5 ans. Donc je me souviens même pas en fait de la première fois où j'ai porté une raquette. J'ai peut-être d'ailleurs tapé une balle avant de marcher, je ne sais pas. La légende dit ça. Et donc j'ai toujours fait du sport dans ma vie. T'as marché assez tard quand même. Oui, c'est très précoce sur certaines choses, mais d'autres, bon. Et donc du coup j'ai toujours fait du sport dans ma vie, notamment du tennis et de la natation parce que ma mère était une nageuse et tous les sœurs et frères Duranto ont fait du tennis et de la natation. C'était un petit peu, on suivait tous ce cycle-là. Et donc j'ai grandi en faisant du tennis et de la natation jusqu'à l'âge de 11 ans. À 11 ans, j'ai fait un sport-études où je devais choisir entre le tennis et la natation. J'étais meilleure en natation, mais vraiment les entraînements... C'était, je nageais pendant 2 heures et je trouvais ça pas très original. Je me lassais souvent et voilà, je me suis dit challenge, je suis moins bonne au tennis, allez, on y va. Et donc j'ai choisi le tennis et j'ai fait sport-études du coup toute ma vie après ça. J'allais en cours de 8h à 13h et puis après de 14h à 18h, j'allais m'entraîner au Tennis Club de Paris, qui est toujours mon club aujourd'hui et qui restera pour toujours mon club de cœur. Et donc une enfance plutôt minimaliste si je puis dire. J'étais vraiment quelqu'un de très académique, bonne fille bien rangée, je savais pas mentir, je trichais pas à l'école et voilà, je fais mon sport. Beaucoup de gens disaient mais elle n'aime pas le sport, elle n'aime pas ça, c'est pas possible. Mes entraîneurs disaient à mes parents, vous êtes sûrs qu'elle aime ça, elle sourit pas. C'est vrai. Alors que maintenant c'est l'inverse, t'as le sourire. Mais en fait c'est parce que pour moi je suivais ce qu'on me disait, j'écoutais,
j'étais très disciplinée, ce qui est toujours un peu le cas, hein, mais voilà, je disais rien et je continuais, je travaillais et j'étais pas très créative sur le terrain, mais vraiment laborieuse. Mais ta passion, c'était quand même le tennis, quoi. Vous pourriez et à cette être allé. époque-là, j'aurais été incapable de dire que c'était ma passion. En fait, j'ai pas choisi de jouer au tennis, donc je me suis pas posé de questions. On m'a toujours dit aussi, est-ce que t'es passé à côté de vie sociale? Voilà, ma vie, c'était l'école, tennis, et le week-end, j'allais à mon club et c'était mon environnement social. Donc, j'avais pas l'impression de passer à côté de vie sociale ou d'épanouissement. Moi, j'avais tous mes amis qui faisaient ça, donc je me posais pas de questions. Et je me suis jamais dit pourquoi je fais du tennis. En fait, comme je le disais, j'étais super académique, je suivais la route qu'on m'avait tracée, ça m'allait bien. Je voulais juste être bien aux yeux de mes parents, je pense. et donc voilà, je considérais pas que c'était ma passion. Et je pense que quand on fait un sport, surtout à niveau compétition, on est rarement sur le terrain à se dire « Ah, je kiffe ça ». En fait, on apprend à aimer l'effort, à aimer la victoire après beaucoup de sacrifices et d'efforts. Mais c'est vrai qu'on n'a pas un plaisir instantané. Du coup, je me suis jamais trop posé la question, est-ce que j'aime ça? Quel plaisir j'en tire? Voilà, c'était simplement, tout le monde faisait ça autour de moi et c'était plutôt naturel. Par contre, à l'âge de 18 ans, alors moi, il faut savoir que je m'étais toujours projetée dans une carrière médicale. Beaucoup de ma famille sont dans ce milieu-là. Mes 2 parents sont médecins et j'ai grandi dans l'admiration de parents qui avaient plus qu'un métier, c'était une profession de foi. Ça l'est toujours. Et donc j'étais passionnée par ça, très admirative, et j'ai toujours voulu faire ça. En plus, j'étais passionnée plus de la médecine. Donc c'est très clair. Pour moi, toute ma vie, je me suis dit j'irais faire médecine. À 18 ans, j'allais faire médecine, mais à cette époque, commençait à se développer le recrutement en université américaine de joueurs français. Et c'était pas forcément super fréquent, mais je m'étais dit à 18 ans, ouais, finalement, je suis pas forcément prête à arrêter le tennis, pourquoi pas explorer cette opportunité de partir aux États-Unis pour faire mes études et jouer au tennis. Donc là, c'est un processus où en fait, on se déclare un peu sur le marché. C'est un petit peu à l'époque, c'était un réseau. Est-ce qu'on connaît des personnes qui sont parties et qui peuvent signaler au coach qu'on veut partir? Et donc, j'ai été contactée par plusieurs coachs, une coach de Northwestern et une coach de Berkeley, et qui m'ont proposé de faire un recruiting trip. Et à cette époque, c'était après le bac, et j'avais commencé prépa. Donc ça faisait 2 mois que j'étais en prépa physique. Ma mère voulait absolument pas que j'arrête les études pendant ce processus de recrutement, donc j'avais commencé prépa. Et finalement, je vais à Berkeley, je passe 3 jours là-bas. Alors là, le processus à l'américaine, hein. Ouais. On te vend tout, on te montre les dorms, on te fait manger 3000 chèques par jour et on te dit que ça sera ton quotidien. On te fait voir des stades qui sont 3 fois plus grands que ce que tu as vu en France. Et à la fin des 3 jours, ils me disent « On a envie que tu viennes, est-ce que tu signes ?» Et je me souviens très bien que j'avais signé, mais sans même demander à mes parents. Ah ouais. Mais j'ai dit oui, je viens, je signe, et j'étais rentrée et je me souviens pas de cette conversation où je leur avais dit ça y est, j'ai signé, ça m'a paru tellement naturel en fait. Je dis ouais, j'ai envie de venir, c'est bon, je viens. Et donc là c'était signé et je devais partir pour janvier. Et ils t'ont dit quelle a été la réaction de tes parents? Justement, je peux pas m'en souvenir. J'ai l'impression que moi, mes parents, ils m'avaient juste dit ok, tu peux partir, mais que si c'est une bonne université. J'ai toujours été élevée dans la carrière professionnelle en premier. Et c'est peut-être pour ça que je voyais pas le tennis comme une passion, où je me posais pas trop de questions. Dans ma tête, c'était pas forcément possible de faire du tennis ma vie. Parce que ta mère avait fait... Enfin, elle était nageuse, mais elle était nageuse pro aussi. Non, très intensément. Okay. Mais mes parents n'ont jamais fait ça professionnellement. Et d'ailleurs, personne dans ma famille n'avait fait ça professionnellement. Et je dois l'avouer, c'était pas considéré forcément comme une débouchée possible pour nous. Voilà, quand tu es entouré de médecins et de scientifiques et d'ingénieurs, tu penses pas toujours à être joueur de tennis. Et c'est pour ça que je pense que je refoulais un peu en moi ma passion pour le tennis, parce que je savais que dans tous les cas, il n'y avait pas de débouchée. Donc, Mais quand même, dans ta tête, tu as ta carrière, tu veux faire médecine, mais tu te lances, tes premières années d'études, tu te lances quand même dans un truc où c'est full tennis, et j'imagine que l'école passe un peu après. Alors c'est full tennis, mais il y a quand même à Berkeley une grosse importance académique, c'est-à-dire que tu peux pas être recruté si t'as pas tant de GPA, et tu dois conserver un certain GPA qui est la note en fait de tes partiels annuels. Tu dois le conserver un minimum pour pouvoir jouer.
Et même si pendant 1 mois elle descend, tu peux plus aller sur les terrains. Ah oui, donc c'est la carotte un peu. C'est super exigeant sur les études. Et donc, je pense que c'était ça un peu les contrats avec mes parents. C'était si c'est une bonne école, vois plutôt le tennis comme une manière pour toi d'atteindre ces écoles. Et du coup, nous, on est partant si, en termes académiques, c'est qualitatif. Donc, Berkeley, bien sûr, il n'y avait pas trop d'hésitation, c'était super. Et j'ai pas lâché le bout là-bas. Je me suis dit, je vais faire pre-med. Donc, là-bas, en fait, aux États-Unis, on peut faire pre-med, qui te permet ensuite de postuler à une école de médecine et de faire médecine aux États-Unis. Donc du coup je m'étais dit bah voilà, je vais faire ça, et plus particulièrement j'ai fait un major en bio-ingénierie avec l'option pre-med pour pouvoir faire médecine à la fin de mes études. C'était particulièrement difficile parce que le rythme là-bas c'était vraiment du tennis professionnel. On s'entraînait de 7h à 9h tous les matins, puis de 14h à 18h, et ça c'est vraiment tennis. Mais ça n'inclut pas toutes les heures de kiné, toutes les heures de rééducation, toutes les heures de préparation, même à l'entraînement. Et on voyageait du jeudi au dimanche. Ce qui faisait qu'il y avait plein de cours que moi je faisais à distance, des tests qu'on prenait dans l'avion. Parfois on jouait la nuit, donc on était toujours un peu décalés. Et voilà, moi tous mes cours de maths ingénieur, je les ai pris à distance. Je suis jamais allée en amphi. Mais on avait aussi plein de ressources. On avait toute une équipe médicale qui nous suivait tout le temps. On avait des tuteurs à disposition. Donc moi, à 20h, quand j'avais fini mon kiné, j'allais voir mes tuteurs qui étaient avec moi jusqu'à 23h, et ils étaient patients. Mais voilà, après, en fait, je considère qu'on a toujours le temps, c'est juste une question de priorité. Et qu'en fait, quand tu n'as que ça dans ta vie, tu donnes toute ton énergie à ça, et tu ne considères pas que tu es épuisé parce que toute ta concentration est là-dessus. Donc, tu avais toujours dans tes objectifs, quand même le tennis, où tu prenais goût et tu étais plutôt bonne, et la médecine, quoi. Donc, tu avais ces 2 objectifs dans ta tête. Je savais que j'allais pas faire une carrière tennistique, mais en allant aux États-Unis, c'est la première fois que là, je me suis dit pourquoi je joue au tennis. En fait, j'avais plus mes parents, j'avais plus de circuit français, plus de repères sur le tennis, et en plus... quand on est dans une équipe de tennis aux États-Unis, on est 8 filles minimum, il n'y en a que 6 qui jouent. Donc en gros, il y a des titulaires. Et pour être dans les 6, c'est la compète. Et finalement, si tu n'es pas dans les 6, ils n'ont aucune raison de te redonner une bourse l'an prochain. Du coup, c'était la première fois que je venais à me battre pour le tennis et être payée pour le tennis, et d'avoir du coup un sens un peu professionnel à mon tennis. Et c'est là où j'ai vraiment découvert ma passion pour le tennis. Ironiquement, les 4 années que j'ai passées aux États-Unis, tennistiquement, c'était sans doute les 4 pires années. J'étais tellement tendue que je n'ai jamais réussi à jouer le jeu que j'avais en partant. Mais en fait, je me suis dit, ok, Alice... Toi, tu sais faire des beaux coups à la française, c'est joli, c'est esthétique, mais là, en face de toi, t'as des filles qui frappent 3 fois plus fort que toi, qui ont la rage de vaincre. Il y a un moment, lâche tes beaux coups, pars à l'appel, fais ce qu'il faut, fais des ronds, monte à la volée. En gros, s'il faut 4 heures pour gagner, je suis là. Et j'ai complètement changé de jeu. Moi, qui étais beaucoup plus offensif, je suis devenue ce qu'on appelle une contreuse. C'est-à-dire que je me calque au jeu de l'adversaire, et en fait, je ne cherche plus à gagner, je cherche à le faire perdre. Et donc, j'ai retrouvé j'ai appris la stratégie du tennis que j'avais jamais découvert avant. En France, on nous forme pas trop à être stratège, c'est plutôt aie un beau jeu et gagne de la manière dont tu as envie de gagner. Et donc là, j'ai quand même découvert la volée, les lobes, toutes les dimensions du terrain, tous les coups. Et puis, ce vrai plaisir, dès que j'entendais la fille qui, au bout de 3 heures, disait « J'en ai marre !» Alors là, c'était gagné pour moi, en fait. J'adorais faire craquer les gens, quoi. Mais parce que je savais que je pouvais durer des heures et des heures. Et donc, du coup, j'ai complètement changé mon jeu. Et j'ai adoré le tennis comme ça. Et donc, quand je revenais en France, je jouais super bien. Parce que... toutes les filles, elles étaient « Ah, mais elle joue à l'américaine, elle fait que des ronds, elle dit « yes » à la fin, quand elle gagne, ça les énervait toutes. Il devait énerver tout le monde. Mais je passais les tours, donc c'était super. Et donc, du coup, ça m'a vraiment appris beaucoup sur moi. J'ai vraiment adoré le tennis là-bas, même si je jouais très mal. Mais j'étais quand même toujours convaincue que je voulais pas faire du tennis de ma vie, parce que pour moi c'est plus qu'un sport, hein, c'est un style de vie, c'est quand même très solitaire, c'est très difficile, et c'était pas quelque chose dans lequel je penserais que je serais nourrie
toutes les années de ma vie. Mais je reste passionnée. Et puis là-bas, j'ai eu l'opportunité d'être coach, capitaine d'équipe. Et je pense que c'est la fonction que j'ai le préférée. Et c'est d'ailleurs, ça se voit dans beaucoup d'aires de ma vie, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas la meilleure à exécuter, mais j'adore aider les gens à trouver le bon environnement pour être la meilleure version d'eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose, j'en ai fait mon métier aujourd'hui avec Recruiters Club, mais je suis passionnée par mettre les ressources au bon endroit et permettre aux gens de se sublimer dans leur passion. Et ça, c'est un gros apprentissage que j'ai eu en étant capitaine d'équipe là-bas. On va évidemment y revenir à Recruiters Club. Et là, c'était parfait comme... Exactement. Transition. Exactement, la transition était incroyable. Mais à quel moment quand tu te bats pour faire partie de ces 6 meilleurs, à quel moment tu te dis pas que tu as quand même envie d'en faire ta vie? Parce que tu y passes quand même 20 heures sur 24 et tu mets entre guillemets tes études de médecine, pas de côté, mais quasiment, tu fais passer le tennis avant. Ouais, alors en fait... D'une part, j'ai quand même testé à un moment de me dire est-ce que c'est quelque chose que j'aimerais faire de ma vie. Il faut savoir que quand je suis revenue des États-Unis, je me suis dit, Alice, tu t'es jamais laissé l'opportunité de voir si c'est quelque chose que tu pourrais faire de toute ta vie et si t'aimerais ça. Bon, alors déjà, il y a un premier facteur, niveau. Hein. C'est-à-dire que même tous ceux qui veulent, on le voit aujourd'hui, ils peuvent pas tous. Donc, je pense que je n'aurais jamais eu le niveau. Mais après, en France, on a quand même pas mal de ressources pour des circuits semi-professionnels qui font que tu peux en vivre ta vie si tu es dans les 60 premiers français, 100e première française, que tu te débrouilles bien. Donc, c'était un peu mon objectif, moi, d'aller... chercher un niveau 60e première française ou de au moins battre des numéros 30, numéro 40, voilà. J'aurais pas forcément prétendu à plus, mais déjà ça c'était un gros challenge pour moi. Et donc en rentrant des États-Unis, j'avais 8 mois avant de reprendre mes études. Et donc je me suis dit, ok, je vais faire 8 mois que de tennis, je paye mon entraîneur, je fais ma programmation, je vais tout seul en tournoi et on va voir ce que ça donne. Et j'ai pas du tout apprécié. Ouais. J'ai pas du tout apprécié parce que j'étais pas bonne. Ça m'a pas réussi en fait. J'intellectualise trop, je complexifie beaucoup. Je me retrouvais à aller dans les tournois et en fait tu fais toujours les mêmes tournois où tu vois toujours les mêmes personnes, les mêmes qui gagnent, les mêmes qui perdent. et tu te retrouves à te dire faut que je gagne ce match, comme ça je vais rentabiliser mon ticket de train. Et en fait moi il y a des personnes que ça drive, moi ça m'inhibe complètement. Et j'ai pas du tout apprécié. Je me suis blessée au bout de 5 mois et je pouvais pas finir la saison. Donc je me suis dit, voilà, c'est le destin un peu choisi pour moi. Ouais. Au moins j'aurais essayé. Je ferme bien la porte de la page tennis pour moi. Mais je savais que je voulais un peu plus de diversité dans ma vie professionnelle et que le tennis, ça reste très solitaire et ça reste. Enfin, faut quand même être. Plus que, c'est passionné. C'est-à-dire, moi, je suis passionnée du sport et du tennis, de ce que ça t'apporte, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi, mais je suis pas passionnée tennis au point de me dire que je peux parler de ça et ne voir des gens qui font du tennis tout le temps, H24, quoi. Vas-y. Je t'en prie, pardon. Non, c'est marrant parce que... question de curiosité, mais on a 1000 questions. Non, moi, Alice dit j'étais nulle, je suis nulle, ou on a l'impression, alors que nous on l'a vu jouer en vrai parce qu'on a organisé un tournoi et elle était incroyable, mais c'est marrant, le niveau d'exigence il est dingue quand t'es dans les meilleurs. Et justement, il y a des mecs qui sont sortis ATP ou WTA de ta formation? Ouais, aux États-Unis, en fait, c'est un système qui m'inspire énormément et que je pense qu'on devrait avoir plus en France. Y a pas mal de filles qui commencent à faire, de filles et de mecs, parce que c'est le même principe pour tout le monde, qui commencent à faire l'université et au bout d'un an, ils peuvent le mettre en pause pour partir sur le circuit et s'ils reviennent, ils reprennent où ils veulent, en fait, dans leurs études. Bon, entre parenthèses, ils payent quand même très cher leurs études chaque année, donc c'est normal qu'on puisse leur permettre de faire ça. Donc du coup, si tu suis un peu le tennis, chez les filles, je sais pas si tu suis... comment elle s'appelle ? Ah, le nom m'échappe. T'as suivi le Roland Garros ? Il y a une blonde qui est arrivée en quart ou même en demi. Qui est de quelle nationalité ? Américaine. Nicole Gibbs était une joueuse de Stanford. Donc,
je n'en dirai pas plus. Non, mais qui qui jouaient en même année que moi. Il y en a 2-3 chez les mecs qui sortent aussi d'universités américaines. Et il y a cette autre joueuse, Lorraine, j'ai plus son nom en tête. Mais de ceux que moi je connais, il y a 4 filles que je connais qui sont allées sur circuit. Et qui ont joué à Roland, hein, donc c'est quand même c'est professionnel. Hein, et 4 chez les garçons. Donc c'est vraiment, je pense, une formation. Tu sacrifies pas ton tennis en te disant que tu fais tennis et études. Alors qu'en France, on part du principe que si tu veux être professionnel, tu dois arrêter les études. Et c'est soit l'un, soit l'autre, exactement. Et moi, même quand j'étais en France, l'été, je ne faisais que jouer. En fait, je jouais tout le temps. Il y a plein de joueuses à mon niveau, quand on était en niveau national, entre 11 et 18 ans, qui rataient les cours. Moi, mes parents, c'était plutôt que pendant les vacances scolaires et les vacances. Donc, je jouais 60 tournois par an, 60 matchs par an, alors que la recommandation de la Ligue de Paris, c'était au moins 100. Donc, moi, j'étais toujours dans les pas assez investis. Mais finalement, je me suis un peu développée comme ça, en jouant moins, mais mieux. Et voilà, quand après, je cherchais... je postulais, on regardait mon CV, on me disait mais t'as rien fait comme stage et tout. En fait, j'étais en tournoi tout le temps, moi j'avais pas le temps de faire des stages. Et c'est là où je me suis dit mais c'est pas du tout considéré comme des compétences professionnelles, alors que je considère que tu fais une programmation, tu choisis des coachs qui voyagent avec toi, tu as des notions de budget, puis voilà, c'est quand même une discipline, le sport, une rigueur, mais je trouvais ça dommage qu'en France ce soit pas assez reconnu, et que même des personnes qui aient passé 2 ans, 3 ans sur le circuit, en fait, elles reviennent sur le milieu du travail, et en fait, il n'y a aucune équivalence. Maintenant, les choses changent, il y a des formations Sciences Po, si on atteint un certain niveau, on est considéré comme Bac+3, il y a des choses les lignes commencent à changer, mais c'est encore comme quelque chose qui freine ta carrière professionnelle plus qu'un atout. Alors que franchement, quand vous êtes aux États-Unis, là, moi, en sortant de Berkeley, ça t'ouvre. Enfin, si tu dis qu'en plus t'es student athlete, ça t'ouvre un nombre de portes. Les gens te demandent pas ce que t'as fait comme major, quel est ton CV, quel était ton GPA, t'étais juste. Il y en a 8, quoi. Il y en a 8 dans l'université sur le tennis, donc t'es une élite et t'es vraiment considéré comme tel. Et ils te font sentir comme tel, ils sont forts les Américains, sur ça. On porte un équipement tous les jours, ils ont... moi je me suis jamais considérée très patriotique, même envers la France, jamais eu un gros sentiment d'appartenance, mais là aux États-Unis... Ouais, franchement, tu te dis, c'est mon université de cœur, c'est bête, mais je reconnais les couleurs partout. Mais c'est vrai que c'est marrant, je me suis dit ça quand t'es arrivé. Ouais, et en fait, c'est fort de créer ça, parce que mine de rien, c'est ça la communauté. Moi qui travaille un sujet de communauté aujourd'hui, comment on l'anime, comment on crée un sentiment d'appartenance, ça c'est très fort. Et puis eux, ils n'ont aucun problème à avoir des donations en France. Ouais. C'est vrai, redonner à l'université, à la fac, ok. C'est clair. Tu prêches des convertis sur les couleurs, certains nous trouvent un peu loufoques. on est trop fantasques, nous, on est très colorés, mais bon. Ce qu'il faut, c'est l'assumer. Exactement. Et on l'assume complètement, c'est clair. Et alors attends, donc là on termine, on est à tes dernières années, t'es diplômée. Mais donc, qu'est-ce que Je suis diplômée, j'ai un diplôme de biologie, j'ai des bonnes notes, je m'apprête à faire pre-med, et là, je me dis, je veux pas vivre aux États-Unis. L'Europe me manque. C'est vrai que je me disais toujours, l'Europe me manque et pas la France, parce que je me reconnaissais plus dans mes teammates suédoises, finlandaises, hongroises, et je trouvais qu'il y avait une barrière culturelle trop importante avec les États-Unis. Dans le métier de la médecine encore plus, parce que c'est pas du tout le système, c'est un système complètement privé, quelque chose qui moi me repoussait un peu, même si maintenant je pense que tu t'adaptes à tout système dans lequel tu vis. Mais culturellement, je trouvais que c'était un peu trop différent, et surtout San Francisco, c'est très... il y a beaucoup de Français, c'est très international, mais du coup c'est un peu... home of everyone, home of no one. Je le dis souvent, mais je me retrouvais jamais chez moi. J'avais toujours l'impression que j'étais pas chez moi, et je pense que je me suis rendu compte à quel point j'étais attachée à ma famille
et le besoin d'être près de ma famille. Donc je me suis dit, je rentre en France. Et là, j'ai pas lâché le bout. Hein. J'ai quand même postulé à Passerelle Médecine. La fille ne lâche rien. Et donc je postule Passerelle Médecine. J'y crois pas trop parce qu'en fait là, du coup, j'ai essayé d'arriver en 3e année directement et je me dis bon bah je vais quand même regarder les autres masters. Et je regarde des masters, je postule à des masters à Polytechnique en bio, mais je vois aussi un autre master entrepreneuriat, mais qui n'était ouvert aux externes qu'en année 2. Et donc je me dis bon bah je vais quand même écrire, je passe par en fait le site de candidature M2 pour postuler en M1. Voilà, j'y vais un petit peu filou comme ça et je me dis voilà, on va voir ce qui va se passer. Autant vous dire que médecine, ils m'ont dit retour en première année, j'ai dit non. Ouais. Voilà. Et ensuite, bah, j'ai été prise à ce fameux master entrepreneuriat à Polytechnique et donc je suis arrivée dans ma promo où il y avait 2 filles. Anne-Charlotte et moi-même, Anne-Charlotte qui est d'ailleurs ma meilleure amie depuis, mais on était 2 sur 40 et j'étais la seule qui ne venait pas d'une formation école d'ingénieur. Il y avait 5 autres externes mais qui étaient de super-héros et c'était un double diplôme. Moi j'étais vraiment un alien. Alien. À Polytechnique, c'était d'une part t'es une fille. En plus, nous, on cherche à aller à Berkeley. Toi, tu viens de Berkeley. Que fais-tu là? T'es-tu trompée? Elle a fait tout à l'envers, c'est ça? Non, mais mes premiers jours, d'ailleurs, ils venaient me voir. Ils pensaient que j'étais étrangère. Ils me parlaient en anglais. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Et t'avais déjà fait du coaching avant ça ou pas? Enfin, t'avais déjà été coach? Le coaching, c'est arrivé, on t'a coupé tout à l'heure, mais c'était. Ouais, non, je suis devenue capitaine d'équipe ma 2e année à Berkeley. Et donc, j'ai fait mes 3 dernières années en tant que capitaine. Et en fait, si tu as besoin d'1 an de plus pour graduer aux États-Unis, tu peux rester 1 an supplémentaire en étant vraiment juste assistant coach. Okay. Et ça, je l'ai fait un demi-semestre parce que moi, j'avais pas besoin de graduer plus, mais j'étais arrivée avec un demi-semestre décalé. Okay. Donc, j'ai eu un demi-semestre où j'ai pas joué, mais j'étais juste assistant coach et j'ai adoré. J'ai adoré. Et franchement, moi, j'étais capitaine d'équipe d'une équipe de 10 filles, de 8 nationalités différentes. Alors là, c'est la jungle. Franchement, quand tu arrives à être capitaine de ça, tu peux être capitaine de n'importe quoi. et attends, mais du coup, tu as été capitaine de ces 38 mecs à Polytechnique ou pas? Tu les as matés ou pas un peu? Là, chez moi, c'est bicorne. Non, mais non, moi j'ai senti que j'avais été très bien accueillie et c'est là où je me rends compte que c'est aussi, on est bien accueilli à partir du moment où on n'a pas d'a priori. Moi j'ai pas eu, comme je venais pas d'une autre école d'ingénieur, j'ai pas été mis dans la comparaison, une école d'ingé est meilleure que l'autre. Moi je me sentais tellement différente de tout le monde que finalement je cherchais pas forcément à militer pour un groupe ou l'autre. Et même dans ma vie, j'ai jamais fait partie de groupe. J'ai jamais été dans une asso, j'ai jamais eu vraiment un sens de promo, à part mon équipe de tennis aux États-Unis. J'ai jamais eu voilà, tous ces cercles sportifs, ces associations d'écoles d'ingé ou ces promos. Donc j'avais pas un besoin d'appartenance super important. Donc j'arrivais un peu à me mêler à tout le monde, et à personne en même temps aussi, hein, parce que oui, mais tu traçais ta route en fait. T'avais pas de besoin. J'étais un peu voilà, là partout et nulle part à la fois, mais ce qui me va très bien et donc j'ai beaucoup aimé mes années à Polytechnique. Je pense qu'on a peut-être plein d'a priori sur les écoles d'ingé et en plus Polytechnique est de très bon niveau. Moi je l'ai pas vécu comme ça. J'ai trouvé plein de gens, par contre, effectivement, tous super intelligents et tous super pertinents, mais plein de personnes en qui je me suis reconnue et que j'apprécie encore aujourd'hui. Donc, j'ai beaucoup aimé mes années là-bas, ouais. Et là, tu n'as pas de regrets sur ton retour en France et c'est là où tu prends goût à l'entrepreneuriat et... Ouais, alors moi j'aime pas du tout la notion de regret parce que on le sait tous maintenant, on le dit plus souvent, mais chaque expérience permet de construire la personne qu'on est. Et j'ai toujours fait mes choix avec ce qui me paraissait le meilleur choix sur le moment. Je regrette pas du tout d'être partie. Je dois avouer que je me vois pas du tout repartir, même aux États-Unis. De plus en plus, je me retrouve dans la culture française et moi qui avant n'étais pas du tout
patriotique. Maintenant, Chauvine. j'ai été vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment maintenant. Vive le camembert. Je suis vive la France. Et la baguette. Mais en fait, je pense que tout Français est comme ça. C'est-à-dire que en France, on dit on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, et on fait la grève pour tout et pour rien. Mais alors, dès qu'on voyage, on est là. Non, Ma trop baguette, bien. elle est meilleure. Ouais. Ça, c'est pas du vrai fromage. Si tu me parles de vin, non, je crois pas. Tu vois, c'est automatique. C'est que la constante, c'est qu'on se plaint à chaque fois, du coup, c'est ça. Hein. Et c'est un peu ça. Mais je pense que c'est plutôt une manière d'exprimer notre amour pour le pays. Ouais. C'est bien dit. C'est beau, ouais, c'est clair. On est solidaires dans la plainte. Et donc, non, moi, j'ai appris à aimer la France, j'ai appris à aimer les Français. Ça paraît cucu, ce que je dis. Mais en fait, je considère que quand j'ai été mise dans le système américain, je me suis rendu compte que les Français, on était vachement bien structurés après l'école, les formations qu'on a en France. Mais pas assez ouvert à la curiosité et pourquoi pas. En fait, on a un réflexe, et d'ailleurs sur les terrains, on m'appelait toujours la yes but, parce que je disais toujours yes but, voilà, à la française, hein. Oui, mais enfin, voilà. Et donc j'ai appris aux États-Unis à juste dire oui et dire bah, pourquoi pas, tentons, essayons. Et en fait, quand on part d'un esprit super structuré et qui sait bosser et qu'on lui permet à un moment de dire bah en fait oui, va essayer. Va tenter. Je pense que c'est là où on a le plus de potentiel. Et qu'en France, on est très structuré, on est très bon, on sait bosser. Malheureusement, on n'a peut-être pas assez de structure où on nous permet de se dire ça c'est possible, tiens ça je vais essayer. On est curieux, mais je pense qu'on n'a peut-être pas assez de milieu dans lequel on peut l'exprimer et ça nous inhibe un petit peu. Mais je pense que c'est pour ça que je crois très très fort dans les compétences des Français. Mais du coup, c'est une bonne transition parce que tu sais ce que tu fais aujourd'hui un peu, c'est tu pousses les gens à y aller, à tenter. Ouais, exactement. Je pense que c'est plus... Il n'y a pas de mauvais, il n'y a juste pas forcément le bon environnement. Personne n'est mauvais, personne n'a pas de talent, c'est juste tu n'es peut-être pas dans l'endroit qui te permet de t'exprimer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on commence à voir de plus en plus grâce aux startups et aux scale-up qui sont tellement transparentes sur le fait qu'elles ont besoin de compétences spécifiques à un moment T, que ce n'est pas que la personne ne convient pas, n'est pas bonne, c'est que la personne ne convient pas maintenant pour ce qu'elle recherche. Et c'est pour ça que j'ai eu l'ambition de monter Recruiters Club, c'est de se dire comment on peut rediriger au mieux, accompagner les talents au mieux pour trouver la culture dans laquelle ils s'épanouiront vraiment. Et c'est là tes 5 minutes de pub. Si tu devais nous Le pitcher Recruiters Club en autant de temps que tu voudras. Alors la manière dont j'aime bien pitcher Recruiters Club, c'est de parler d'une communauté d'entreprises tech qui s'engage à aider chaque talent à trouver la culture qui leur correspond. On part d'une communauté parce qu'on travaille avec des entreprises qui ont un vrai souci des talents et qui sont persuadés que chaque talent peut trouver la culture qui leur correspond et qui s'engagent à rediriger les talents, les candidats qu'elles voient, qu'elles ont eu en entretien mais qu'elles n'ont pas pu embaucher, ou bien des collaborateurs chez elles qui cherchent une nouvelle opportunité auquel elles ne peuvent pas répondre aujourd'hui. Elles les recommandent auprès de Recruiters Club et nous, on redirige ces profils à tout un réseau d'entreprises qui recrutent pour les aider à trouver un poste. Et c'est très important pour moi de parler de communauté parce que pour moi c'est vraiment un mouvement général de la part d'entreprises qui sont soucieuses des candidats d'accompagner au mieux les talents et de se dire que ça ne marche pas aujourd'hui mais ça pourrait marcher demain et qu'il est essentiel de garder une bonne relation avec chacun. Et quand tu es l'entreprise qui recrute, tu connais les entretiens qu'a passé le potentiel candidat? Oui, exactement. Alors sur l'offre recrutement, vous êtes demain une entreprise qui recrute, vous accédez en fait à un flux de candidats qui sont recommandés par nos boîtes. Nous, on chasse pas du tout. C'est vraiment juste des candidats qui nous ont été recommandés par nos partenaires, qu'on a en plus précédemment qualifiés sur la base de la qualité de leur processus d'entretien. Et vous voyez à chaque fois Product Manager, recommandé par Blablacar, a passé 4 tours, un entretien RH, 2 entretiens manager, un entretien CPO, n'a pas été pris car manque de compétences dans le secteur de la mobilité.
Voilà. Et après, vous pouvez le contacter directement si vous êtes intéressé. Donc c'est vraiment là la logique de Recruiters Club, c'est avant tout certifier les entreprises qui ont le droit de recommander pour être sûr qu'ils recommandent des candidats de qualité et qu'ils ont un vrai souci des candidats. Et ensuite accompagner seulement des candidats qui ont été recommandés par ces boîtes-là parce qu'ils pour les aider à trouver un l'effort de les recommander. C'est pas automatique, ils n'arrivent pas automatiquement. Justement, ça c'est des messages qu'on veut vraiment expliquer aussi aux personnes qui recrutent, c'est de se dire non seulement nous, on laisse pas tout le monde recommander, on choisit vraiment les entreprises qui peuvent recommander. On fait même une phase de test pour voir si ceux qui recommandent ils sont qualitatifs, si les candidats ont un beau retour d'expérience de leur expérience candidat chez eux. Donc on fait en sorte que ce soit vraiment des entreprises qualitatives du tout au tout. Ensuite, les candidats, nous, on refait un entretien avec eux pour cibler leurs attentes, être sûr qu'ils soient pertinents pour le besoin de nos boîtes. Et ensuite, on les redirige sur une plateforme qui, cette fois-ci, est accessible à toutes les boîtes qui recrutent et qui peuvent les contacter directement. Donc, à différence d'un cabinet, on part pas d'une fiche de poste et après on va chasser. On promet vraiment juste un flux de candidats préqualifiés sur des métiers tech et non tech et recommandés par nos boîtes. Mais c'est vrai que ça fait un peu écho à ce que tu disais dans la vidéo qui annonce ce podcast. mais c'est vrai que là, on touche quelque chose qu'on n'a pas envie de toucher. Je sais même pas comment en parler. Je veux choisir mes mots. Mais c'est vrai que tu disais un truc assez intéressant, c'est que tu n'as pas envie d'être dans un balance ton quelque chose, mais plus dans mettre en valeur quelque chose. Ouais, je trouve que c'est... Sur beaucoup de sujets, aujourd'hui, on manque peut-être un petit peu de bienveillance. Et je dis « on » parce qu'on fait tous partie de ce système, donc on en contribue, et moi tout autant, sans doute. Mais on est beaucoup plus dans des mouvements d'accusation. Je vais donner un exemple, par exemple, sur la responsabilité écologique. Moi, en tant que... Alors, je me trouve très écologique parce que je ne gaspille pas et je consomme pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'achète pas que des produits bio, j'achète pas que des shampoings responsables. Je suis sans doute pas la pro du recyclage. Mais j'ai l'impression que tous les discours qui sont tournés aujourd'hui sont plutôt culpabilisateurs. J'ai l'impression que moi, en tant que non écologique, on me fait me sentir mal de consommer telle marque, d'acheter tel produit, de ne pas avoir choisi cette poubelle-là. Et plutôt que de faire ça, je préférais qu'on mette en avant les exemples qui marchent. Autre sujet qui est très important, la cause féministe. Je pense que ça, c'est un sujet pour tous, en plus dans les boîtes tech. En fait, plutôt que d'aller taper sur le doigt de boîtes où il n'y a que des mecs, mettons en avant des beaux parcours de femmes. Moi, en tant que femme, c'est ça qui va me donner envie. Et je pense que c'est ça qui donne envie, dans tout, c'est des role models. Je pense que c'est super important. Et en fait, je suis aussi convaincue qu'on éduque plus quelqu'un en lui montrant qu'un exemple marche, plutôt qu'en lui disant que ce qu'il fait n'est pas bien. Et on est féministes sur ce podcast, nous. Ouais, exactement. On est très alignés à ce que tu dis, c'est tout à fait. Et toujours même sur le premier, je pense que si tu prends les exemples de boîtes qui marchent sur ces environnements-là, c'est des marques qui te mettent pas forcément, qui font pas du greenwashing, mais qui ont un impact qui est un peu induit. Si tu prends un back market, quand tu fais ton acte d'achat, tu achètes un iPhone. Mais c'est une fois que tu as acheté ton produit qu'on t'envoie un mail en te disant bienvenue dans le mouvement, tu fais partie des pirates. Et je pense que ça, c'est. J'adore le marketing de back market, j'adore ce qu'ils font, donc je trouve que ça, c'est super. Et voilà, Recruiters Club, même dans notre stratégie marketing, qui n'est pas très très professionnelle, qui n'est pas à la hauteur de back market, mais c'est notre désir. J'ai envie qu'on mette en avant nos boîtes, qu'on mette en avant la boîte qui a eu le meilleur retour d'expérience candidat, qu'on mette en avant les boîtes qui ont recommandé le plus et qui ont fait cette initiative d'aider leurs talents, plutôt que de dire quelle est la boîte chez qui il y a eu des plaintes. Voilà, ça donne envie à personne, ça ne fait que diviser tout le monde, et ça nous a mené où en fait ? Juste des gens qui sont encore plus suspicieux et ont encore moins envie. Et moi, je regarde, j'ai un frère qui est en prépa, ça donne pas envie. Ça donne pas envie, et c'est pas ma mission, moi, de pas justement leur donner un petit peu l'espoir qu'ils peuvent avoir le monde qu'ils souhaitent, avec les valeurs qu'ils souhaitent au sein de l'entreprise. Et parfois, quand je pense à la mission de Recruiters Club, je me dis, mais même, ça va encore plus haut, c'est réconcilier les talents à l'entreprise, qu'on arrête de voir ça comme un ennemi ou un combat, ou je te donne ça, tu me donnes ça, j'attends ça de toi, et voilà. Un endroit où on peut s'épanouir et on peut trouver une entreprise alignée avec nos valeurs. Donc ça, c'est super important, effectivement, pour moi, et je crois
je crois beaucoup au changement par... c'est la sélection naturelle. Mine de rien, un mec qui fait des mauvaises blagues parce qu'on les trouve sexistes, si personne rigole, au bout d'un moment, il va arrêter de faire ses blagues. Il va bien comprendre qu'il survivra pas dans un environnement où ça passe pas, donc il va changer. Et donc, en fait, je pense qu'il y a plein de choses comme ça. Si on arrête de participer à des mouvements auxquels on pense que c'est... auxquels on n'est pas aligné et qu'on commence à faire d'autres blagues qui marchent beaucoup mieux, les gens nous suivront. Tout à fait. Et du coup, aujourd'hui, juste pour nous rappeler, vous êtes combien t'accompagnes combien vous avez accompagné de candidats, combien vous avez de boîtes? Ouais, alors un peu de chiffres. Donc déjà, moi, j'ai lancé ça vraiment en sortie d'école. Donc il y a 3 ans, j'ai commencé à travailler sur le sujet. J'ai vraiment développé Recruiters Club, je pense plutôt l'année et demie dernière. Aujourd'hui, on est 8 dans la boîte. Et en termes de chiffres un peu plus business, on a plus de 150 boîtes abonnées à la plateforme qui reçoivent nos candidats. On travaille avec des belles marques, nos ambassadeurs, et que je remercierai toujours et je remercie encore, Blablacar, Content Square, Dataiku, Open Classroom, PrestaShop, Miracle, Tiga qui viennent nous rejoindre. Voilà. Il n'y a pas de boîte de Daphne. Si, il y a Stockly. Stockly qui a recruté grâce à nous, effectivement. Merci Chab. Tu commençais à me faire peur là. J'ai dit, il n'y en a pas une de chez Daphne. Stockly qui a recruté grâce à nous et avec nous. Donc qui nous recommande des candidats au quotidien, et je pense qu'on en a accompagné plus de 2000 depuis le début. Donc c'est top. Et où est-ce que qu'est-ce que tu vas puiser comme compétences que tu as acquises dans le tennis et que tu remets, tu te parlais de tes compétences de coach. Est-ce que tu trouves que quand tu manages tes 8 personnes, c'est... Ouais, moi c'est clairement ce qui me nourrit. La partie que je préfère dans mon métier, c'est l'accompagnement d'équipe. J'adore ça, je me nourris d'une équipe, je me nourris de gens qui sont contents de ce qu'ils font et que je vois progresser. Et en fait, j'adore identifier des nouvelles opportunités pour Recruiters Club. Typiquement, lancer une nouvelle offre, penser à des nouveaux services qu'on peut apporter et de me dire, bim, j'ai la bonne personne. Elle est super dans ça. Donc ça j'adore. Et c'est vraiment ce qui me nourrit le plus au quotidien. J'apprends encore beaucoup. Mais c'est la partie que je préfère de mon taf, quoi. C'est pour ça que je suis... une fille au présentiel. Ouais. Je ne peux pas faire mon travail en remote. On retrouve les 8 personnes quand même. Hein. Du coup, qui sont les 6 titulaires et les 2 remplaçants? C'est clair. Oui, t'as raison, c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu vois là, tout ce qui est discipline, tu disais que tu as appris, la détermination, j'imagine que il y a plein, la résilience. La résilience, l'optimisme. Vous regardez, ça fait 3 ans, j'ai passé 2 ans à monter cette boîte toute seule. Si c'est pas résilience. Ouais, voilà, tout pour ça, le coup, ça. Même, t'as pas peur de l'échec. Enfin, tu vois, Ouais, non, clairement, si je devais définir un petit peu ce que m'a appris le sport, le tennis. Alors, le tennis en particulier, c'est un sport où on fait beaucoup de matchs. C'est pas comme l'athlétisme où on fait 3 compètes par an et on se prépare pendant 4 mois pour 20 secondes, si on court vite. Le tennis, on peut faire des matchs tous les jours si on veut, donc j'ai banalisé la défaite. On doit apprendre à perdre plus qu'on ne gagne. Donc vraiment, l'échec, la défaite fait partie de ton quotidien. Et donc ça m'a beaucoup appris pour le banaliser. Je retrouve toujours la même discipline et rigueur. Hein. Vous demanderez à mon équipe, ils vont dire oh là, il n'y a pas un détail qui lui passe sous les yeux. Donc ça, clairement, je pense que ça c'est quelque chose, ils pourront vous le dire. Et oui, clairement la résilience. Au point de me dire que je pense que il y a un truc que je ne sais pas faire, c'est abandonner. Ouais, je me suis dit ça il y a 2 semaines. Je fais en fait. T'es une Duranto, les Duranto, il y a un truc qu'on sait pas faire. Quand je regarde mes parents, je dis, on sait pas lâcher, quoi. C'en est presque maladif. Ils sont devenus quoi, les autres Duranto? Mes parents qui sont médecins, je peux dire qu'en termes de résilience, là, ça va. On les a testés l'an dernier, ils sont encore dedans. Mais mais c'est bête, hein. Mais moi, la dernière fois, on partait nager avec mon copain. Je lui dis, viens, on va nager à cette bouée. Arrivé à cette bouée, je regarde l'autre bouée, je me dis, finalement, elle est pas si loin, l'autre bouée, hein. Toujours plus. Et alors là, toujours plus, jusqu'au boutiste. Et là, il m'a regardé, il me fait, mais t'es pas possible, parce qu'il savait qu'il était obligé de me suivre. Hein. Il allait pas me laisser aller 2 mètres, 2 kilomètres dans l'océan, là, sans faire en sorte d'être avec moi. Il peut pas dire non, moi je peux pas. Non, il peut pas. L'ego, là.
L'ego, il faut que je suive, il faut que j'y arrive. Exactement. Donc moi, je Mais pense c'est que bien c'est que limite tu- ça mon plus grand tu pousses. challenge. comme ça C'est que aussi d'identifier quand est-ce que ça vaut le coup de continuer, quand est-ce qu'on continue pour continuer. Mais au travers de mes 3 dernières années, je me suis longtemps posé la question, hein, est-ce que ça vaut encore le coup de continuer? Et ce qui est important, c'est de savoir ce qui nous nourrit, nous. Moi, ce qui est important pour moi, ce que je valorise, c'est d'aller au bout des choses. Voilà. Et c'est pas d'atteindre tel ou tel objectif ou tel numéro, c'est de me dire, je suis allée au bout. Donc tant que je sais ça, j'ai plus de complexe à continuer longtemps, à ne pas lâcher. Ça veut pas dire que je sais pas identifier quand ce sont des impasses, mais je me complais dans l'effort long. Et ça, je l'ai appris par le sport. C'est j'aime la récompense après l'effort, et même si ça prend du temps. Donc une fois qu'on sait ça, je pense qu'on peut avancer sereinement. Ouais. C'est un C'est beau. quand même une belle image, Ouais. je trouve, celle de la bouée. Ouais. Pour les qualités d'entrepreneur, mais c'est vrai en soi. C'est toujours aller vers la prochaine bouée, quoi. T'es jamais satisfait. C'est clair. Complètement. Ouais, complètement. Bon, bah top. On pourrait parler des heures. Ça fait déjà presque 50 minutes. C'est vrai ? Oui. Ah, merde. Donc on pourrait parler des heures avec toi, Alice. C'est passionnant. Je sais pas s'il y avait Mais des. il y a plein de trucs, hein. Il y a encore plein de trucs. Mais oui, mais. C'est vrai que tu as beaucoup parlé de discipline tout le long. En fait, c'est assez marrant parce qu'au départ, tu parles de discipline, enfin, que c'est une notion que tu as reçue de ton environnement familial, que tu as toujours été discipliné, que tu arrives aux États-Unis, qu'on t'apprend à dire yes, mais en étant créative. Mm. Donc, tu as encore un peu cette notion-là, mais c'est la créativité disciplinée. Oui. Ouais, c'est clair, tu commences un peu à. Ouais. Mais t'es plus loin, donc plus libre. T'es sur le divan de Marc-Olivier Fogiel. là. C'est clair, il refait ton parcours maintenant. Et après, tu reviens en France. Tu dis que t'es discipliné, mais tu sors quand même des sentiers battus parce que t'as passé 2 entretiens. Un chez Accor, l'autre on ne dira pas. Chez Daphne. Voilà. Et finalement, tu montes une boîte. Donc, c'est pas le cœur de la discipline non plus. Monter une boîte, tu vas pas Ouais, chez mais la McKinsey, manière quoi. dont je le vois, c'est que pour moi, on dit toujours les entrepreneurs sont les aventuriers, ils adorent le risque. Mais moi, je pense que c'est complètement l'inverse. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui déteste tellement les risques qu'il est capable de te dérisquer toutes les situations. En fait, avant de choisir, il va toujours te dire ok, si je fais ça, au pire des cas, il pourra m'arriver ça. Et s'il considère que le pire des cas, c'est quand même acceptable, il ira. Faut regarder que j'ai quand même pas pris des risques énormes. Je suis allée à Berkeley. Bon, j'allais quand même pas me retrouver perdue si j'allais à Berkeley. En école d'ingénieur, je suis allée dans un master polytechnique. Pouvait pas m'arriver grand-chose. Pour l'instant, ça va. Ça va, là, ça va. Et après, effectivement, monter ma boîte. Postuler chez Accor, là, c'est oui. Là, t'as pris des. Au lieu d'aller chez Daphne, là, t'as pris Mais des. encore une fois, j'ai suivi en C'est fait Noël, faut pas dire ça. des mentors, des profs que j'avais à l'époque Oui. et qui me rassuraient, avec qui j'avais envie de bosser, avec qui je me sentais bien encadrée. Et donc, du coup, j'ai jamais eu l'impression que je prenais des risques. Il y avait quelque chose qui n'était peut-être pas ce que j'avais en tête, mais je m'étais toujours dit, bah, je fais ça, je suis bien encadrée, j'ai les personnes pour, et au pire, si ça le fait pas, je pourrais faire ça. Et je pense que, moi, les vrais entrepreneurs, c'est les entrepreneurs à l'âge de nos parents, où la banque, elle te faisait pas de prêt, tes parents te disaient, mais qu'est-ce que tu fais? T'es un vrai fou. Et là, ils lançaient une boîte. Là, moi, j'ai l'impression qu'en sortant de master, c'est, tu lances pas une boîte? Mais attends, tu fais quoi? Non, mais qu'est-ce qui change quand tu fais un match et que tu te dis en tournoi, faut que je gagne ce tournoi pour payer, enfin, ce match-là pour payer mon billet de train, et quand tu montes ta boîte et que tu te dis, ben, faut quand même que je réussisse ou que je dégage un peu que je fasse recruter des mecs, sinon. Ouais, alors moi je j'ai pourrais été pas très payer non vite plus mon salaire. encadrée et aidée, et notamment financièrement, donc je dois dire que ça serait hypocrite de ma part de dire que j'étais le couteau sous la gorge tous les soirs, et je viens d'un milieu quand même où j'ai eu toutes les ressources financières qu'il faut, et donc comme je le dis, je me suis jamais sentie sous cette menace-là. Okay. Par contre, j'ai eu la menace de me dire, attends Alice, t'as quand même choisi de faire un truc différent.
t'as intérêt que ça marche. Ouais. Et c'est difficile de pouvoir toujours allier ces exigences professionnelles parfois avec un monde start-up qui est plus difficile, où on n'a pas forcément toute la reconnaissance qu'on veut. Quand on est son propre manager, il n'y a personne qui nous dit que ce qu'on fait c'est bien, donc on oublie très vite de se dire que ce qu'on fait c'est bien. Et donc ça, c'était les plus gros challenges. Mais par contre, effectivement, oui, moi la pression, je la sentais plutôt de moi-même, quoi, de me dire, t'as choisi un autre chemin, c'est pour que ça marche, faut que ça marche. Et je sortais en plus d'un master qui te met plein de définitions de qu'est-ce que c'est réussir. Et réussir, c'est être dans les levées de fonds. Réussir, c'est avoir son article ici. C'est faire un podcast chez Daphne. Yes, check. Et en fait, au bout d'un moment, tu réévalues, c'est quoi réussir pour toi, quoi. Et petit à petit, tu te détends un peu sur ça. Tu sors un petit peu de toutes les cases que tu penses que tu dois cocher. Et puis en fait, t'as peut-être aussi des parents qui te disent ouais, mais je t'aime quand même. Et je pense que ça, mine de rien, si tous on avait nos parents qui disaient ouais, mais c'est pas grave en fait, je t'aime quand même. Je pense qu'on pourrait se défaire de plein de pressions qu'on se met. Donc c'est vraiment de se poser la question, mais cette pression que tu sens, elle vient d'où ? De toi, de tes parents, de la société, de ceux qui t'entourent. Et petit à petit, en te questionnant sur ça, t'arrives à t'en détacher un petit peu. Donc moi, j'ai jamais senti trop de menaces autour de l'entrepreneuriat, hormis mon exigence personnelle, mais qui fait que je bosse en fait. Et il y a plein de fois où on m'a dit arrête de stresser Alice, moi je suis capable de bosser des press la veille encore, comme si je connaissais rien de Recruiters Club et de refaire le pitch. Attends, c'est quoi déjà ? Alors que je le connais maintenant. Mais en fait, quelque part, je me dis mais lâche pas ça parce que ça fait que je bosse toujours. Le fait que je sois toujours persuadée que je suis pas prête et que je suis pas bonne, ça fait que je bosse tout le temps. Ouais. Et du coup, je me suis dit c'est peut-être un défaut de ne jamais être sûre de moi. Mais c'est ce qui m'a menée ici, donc maintenant je lâche pas. C'est un bel exemple, Alice, à suivre, un beau modèle. Tu parlais de rôle modèle, t'en es un, moi je trouve. S'il y a non, mais s'il y a des femmes qui nous écoutent, des jeunes filles, des femmes ou des hommes, parce que oui, pardon, c'est vrai. Non, mais parce que je pense qu'on a plus besoin parfois, tu vois, d'entendre ce genre de témoignages, nous. Mais non, mais parce que tu vois, j'entends beaucoup parler de la cause féministe, étant donné que je suis une femme, que j'ai ma boîte. Mais moi, je milite pour l'égalité en fait des chances. Et que ce soit des hommes à AgroParisTech où il y a 80% de femmes, des hommes en école d'infirmerie, En fait, tout le monde doit se sentir capable d'aller chercher ce qu'il veut dans l'environnement qu'il veut, homme comme femme. C'est vrai. On finira sur sur ça. Mais avant, quand même, on va faire nos 4 petites questions que tu ne vois pas. Que je vois pas, mais j'ai envie du coup d'en poser une nouvelle. Toujours plus. Toujours plus, tu vois, c'est comme la bouée. Là, on devrait s'arrêter, mais on va quand même faire 5 minutes de plus pour les 4 questions. Non, on va rester sur ces questions-là. Non, mais c'était... Non, je t'en prie. Du coup, les questions... non, moi, c'était mes questions cons de la fin. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est pas du tout... moi, je sors du sujet. On peut rester sur les questions cons, alors. Mais non, Chabir, attends, c'est intéressant. Est-ce que une question con... Est-ce que t'es plus Gasquet ou Richard Gasquet ou Gilles Simon ? Oh, c'est une question difficile. Parce que c'est vrai que tu t'es passé d'un jeu léché à un jeu besogneux. Alors, en termes de tennis, je suis complètement Gilles Simon. Si je pouvais prétendre aller comme Gilles Simon, mais je vais choisir Gilles Simon parce qu'il était TCPiste, comme moi. C'est quoi du TCP. Du Tennis Club de Paris. Merci pour les auditeurs qui sont comme moi. Parce que Chabir joue aussi au tennis. Donc pas à ce niveau-là quand même. Mais, alors, je suis un joueur de salon, donc je m'y connais sans... Pour moi, ma question, ce sera quel est ton outfit préféré, Alice ? Alors moi je milite pour ce que j'appelle le athleisure, c'est en fait le athlétique leisure, donc je voudrais qu'on puisse s'habiller en vêtements de sport tout le temps, même quand on veut être super bien habillé dans Paris, parce que je trouve que c'est des vêtements dans lesquels, je vais parler pour les filles, mais on se sent bien, on se sent puissante et à l'aise, donc moi je dirais legging crop top tous les jours. Si le président de la République nous entend. C'est clair. Legging, crop top. Ou bien jean, t-shirt blanc. Ou jean, t-shirt blanc. Je ne suis pas habillée comme ça aujourd'hui, je vous le jure. Pour celles qui mettent pas les crop tops. Jean, t-shirt blanc, ça marche très bien.
Qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit? C'est une petite question préférée en ce moment. Ah là là, ça c'est une bonne question. Je dois dire que... Alors, je n'ai pas dormi la nuit dernière. Je n'ai pas fermé l'œil, mais pour un truc très bête, c'est que j'ai fait chauffer des pommes de terre dans mon micro-ondes 10 minutes sans m'en apercevoir, et que mon micro-ondes a explosé en ouvrant la porte. Il y a eu de la fumée dans tout l'appartement. Et donc, j'ai porté mon masque même à l'appartement tellement il y avait de fumée. Et à 1h, j'ai appelé mon père. J'ai dit, papa, c'est quoi les symptômes d'une intoxication au CO ? Si je suis restée 20 minutes, est-ce que tu penses que je vais avoir un mal de tête, nausée, et voilà. Donc j'ai googlé en fait toute la nuit quels étaient les risques. Et je me suis rendu compte que c'était la mort accidentelle la plus commune. Et que 70% d'entre elles n'étaient pas diagnostiquées. Ah, mais quand t'as des voilà ce qui me tient éveillée la nuit. T'apprends des trucs, mais improbables. Voilà ce qui me tient éveillée la nuit. Non, mais clairement, le business. Ouais. On se réveille en se disant si je fais pas tant de recrutement, je vais pas durer plus de 3 mois. Mais tiens, mais pourquoi on en a pas fait le mois dernier? Non, c'est le business. Je sais pas, moi, les questions. Tu me regardes, mais... Et la dernière Je la vois pas, si. Non, tu vois pas, je l'ai préparée de mon côté. Est-ce que tu veux venir chez Daphné? Pierre-Éric, où tu... Pierre-Éric, on l'a posé cette question. Et avec qui tu rêves de jouer? Si t'avais ou rejouer, peut-être Bon, tu as déjà joué avec beaucoup de joueurs, à part Chabir, avec qui tu as joué il n'y a pas longtemps. Ma réponse va pas être peut-être à la hauteur de vos attentes, mais mon grand-père, c'est lui qui m'a appris à jouer. Et je donnerais n'importe quoi pour le revoir jouer avec ses raquettes en bois et lui montrer que je le bats maintenant. Eh ben c'est très beau. Eh ben écoute, merci beaucoup. Non, merci à vous, c'était super. Merci beaucoup. On aurait pu passer encore 1 heure, franchement. Ouais. Là, on a presque passé 1 heure avec toi et on a appris plein de choses. Ouais, c'était super. Et je pense que Chabir, il est à tennis à 21h, donc je crois qu'il est chaud là pour être. D'ailleurs, j'ai mis contreur. Tu vas mettre ton jeu en mode contreur, c'est-à-dire que là, tu vas faire tout pour que l'autre perde. Il faudrait déjà passer la balle de l'autre côté du filet. Déjà, avant de parler de On stratégie. est vraiment à une table où règne l'humilité, car je l'ai vu jouer. Ce n'est pas ce qu'il dit. C'est clair. Et d'ailleurs, voilà, on organise des tournois de tennis chez Daphné. Donc, si vous êtes joueur et que vous voulez rencontrer Alice qui participe, ou Chabir, qui sont... Joueurs et joueuses, parce que la dernière fois, j'étais toute seule à représenter la jante féminine. Donc, s'il vous plaît, venez. Ne dis pas ça. Ben oui, si, on va le dire. Et c'est un appel à toutes les femmes qui jouent au tennis. Et vous pouvez venir en legging crop top. Ah ouais, exactement. Et faites-nous savoir que vous jouez bien et que vous avez envie de nous rejoindre, parce que avec grand plaisir pour vous inviter. Bon, allez, sur ce, on va jamais arrêter. Alice, encore merci. Merci à vous. Bonne chance pour la suite avec Recruiter Club. Recruiters, putain, parce que je voulais dire Recruiters. Recruiters Club. Chabir, bon match ce soir. Je pense que c'est le dernier épisode de l'été, parce que les invités partent en vacances. Pas Daphné, nous on bosse, mais les invités sont pas là pour enregistrer. Et on vous retrouve sûrement à la rentrée pour de nouveaux épisodes. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye. Merci beaucoup.